c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui entament un nouveau mois. Pour autant, tout n'a pas changé entre le mois de janvier et ce début de mois de février. On reste quand même dans une séquence de marché relativement nerveuse, même si on voit l'indice de volatilité américain, le VIX, qui est retombé sous les 30. On est plutôt autour de 25 désormais, contre un VIX qui s'était envolé à plus de 30 sur le mois de janvier écoulé. Et puis on notera, là aussi, ça fait partie quand même des tendances qu'on peut retenir du mois de janvier 2022, la surperformance de l'Europe, des indices européens par rapport aux indices américains. Et on voit aujourd'hui une Europe qui tient mieux. Alors c'est vrai que Wall Street a connu une forte relance, une forte reprise sur les 2 dernières séances, vendredi et lundi, et ça se calme un petit peu aujourd'hui sur le marché américain. Du côté des taux, les mouvements se calment un petit peu, mais on voit encore des marchés obligataires qui cherchent le bon pricing pour juger, évaluer du chemin de resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Le 10 ans américain tourne autour de 1,80% en cette fin de journée. Et puis évidemment la question de l'inflation qui se posera ce jeudi du côté de la Banque Centrale Européenne, notamment après la réunion de la Fed la semaine dernière. Des chiffres d'inflation pour la zone euro qui vont être publiés. Alors demain pour l'ensemble de la zone euro, on a déjà eu les premières estimations pour la France et l'Allemagne. À chaque fois, ce sont encore des surprises plutôt à la hausse sur le front de l'inflation au global, soutenues toujours par des prix de l'énergie qui ne se détendent pas et qui sont encore en hausse de quasiment 20% sur un an au mois de janvier. Donc 3,3% d'inflation en France pour le mois de janvier selon les normes harmonisées européennes, et on était à plus de 5, je vous le rappelle, pour l'inflation allemande sur ce même mois de janvier. Du côté des entreprises, la saison de publication se poursuit. Parmi les mastodontes attendus ce soir, Alphabet, Google, après la clôture américaine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on reviendra sur la thématique du private equity, avec l'idée d'une démocratisation peut-être pour le private equity. Quelle peut être la place du private equity dans la gestion et l'allocation de l'épargne au sens large? Nous en parlerons avec le PDG fondateur d'Entrepreneur Invest qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Première séance pour ce mois de février qui sera positive, très positive même pour les indices européens. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Au terme d'un mois de janvier qui n'est autre que le pire depuis septembre, le CAC entame celui de février dans un vert franc. Wall Street, pour sa part, se montre plus prudente en ce début de séance. L'attention porte pour l'essentiel sur les publications d'entreprises avec toujours de préoccupants et en fond de toile, les tensions géopolitiques en Ukraine et le changement de cap de la Fed. Ce soir, la tech américaine donnera le la avec les comptes d'Alphabet. Ils seront publiés après bourse. Demain, ce sera au tour de Meta Platforms et puis d'Amazon jeudi. À noter que pour l'heure, UBS est en nette hausse après l'annonce d'un bénéfice trimestriel et de prévisions supérieures aux attentes, cumulées à un relèvement de 49% de son dividende. ExxonMobil bénéficie de la hausse des cours du pétrole. La société annonce son premier programme d'achat d'actions en plus de 5 ans. Et puis plus près de nous, le stock 600 des services financiers profite de la hausse d'UBS. Le compartiment technologique progresse aussi. Sur le plan des statistiques, une donnée encourageante nous parvenait ce matin. Il s'agit de l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a progressé de 0,7 points à 58,7 en janvier. C'est son meilleur niveau depuis août dernier, et ce grâce à l'atténuation des tensions sur les approvisionnements. Et puis aux États-Unis, c'est un repli plus modéré que prévu du PMI manufacturier. Pour le mois de janvier, l'indice ressort à 55,5 après 57,7 en décembre. Du côté des banques centrales, la Fed tente d'apaiser. Plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés quant à leur volonté de ne pas affaiblir la croissance en relevant les taux d'intérêt de façon trop soutenue, cherchant donc à rassurer au sujet d'un relèvement de 50 points de base en mars. Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, a déclaré qu'il n'est dans l'intérêt de personne de perturber l'économie par des ajustements inattendus. Mary
Marie Daly de l'antenne de San Francisco estime pour sa part que les décisions doivent être graduelles sans être déstabilisantes. Et puis Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta qui n'avait pourtant pas écarté une éventuelle hausse de 50 points de base, rétropédale en parlant d'une option qui n'est pas à privilégier, se disant plutôt favorable à 3 hausses de taux cette année. Sur les plans des valeurs, plus forte hausse du SRD, Forestia prenait plus de 7% au cours de la séance. Et puis Essilor Luxottica progresse après l'annonce du lancement d'un programme de rachat d'un maximum d'1,5 million d'actions à compter de ce mardi et ce jusqu'au 31 mars. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Un thème ce soir qui va nous permettre de sortir justement des marchés boursiers pour aller regarder du côté du private equity. Et c'est Frédéric Zablocki qui est à mes côtés en plateau, PDG et fondateur d'Entrepreneur Invest. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Entrepreneur Invest, qui est une société de gestion d'entrepreneurs. C'est important pour vous. Avec plus de 20 ans d'existence, une expertise dédiée donc au financement des PME en croissance. On parle donc bien sûr du non-coté, d'investissement en fonds propres. Je crois qu'il y a une partie aussi d'investissement qui se fait chez vous sous forme d'obligations convertibles. Voilà. Comment est-ce que vous positionnez déjà dans cette industrie du non-coté? Et puis on parlera de ce qui est peut-être le grand sujet des prochaines années, la démocratisation du private equity. Mais déjà, quel est votre positionnement et la proposition de valeur dans cette industrie du non-coté? Alors effectivement, le non-coté, c'est assez vaste. Donc nous, on se situe vraiment dans l'investissement dans les PME françaises. Donc depuis 20 ans, on a investi dans plus de 200 PME françaises de croissance. Alors on est un généraliste, on fait bien sûr de la tech, à peu près 50%, mais aussi de l'industrie, du service, on fait même dans l'hôtellerie de plein air, des campings, donc tout à fait généraliste. Après, on a monté au niveau du ticket. On a commencé par des tickets de 1 million et maintenant on est plutôt autour de 4 millions d'euros. Ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle des sociétés rentables où on passe de l'être avec une croissance relativement forte. Et on est avant quelques grands fonds connus de la place, comme des Ardian, des Capza, qui reprennent un petit peu, ou des gens de la dette, qui après avoir monté, je dirais, le chiffre d'affaires à un certain niveau, l'objectif pour nous, c'est de dépasser la PME européenne à 50 millions d'euros. Et bien là, les gens reprennent le relais derrière nous. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est quelque chose justement de très intéressant dans le private equity, qui rejoint cette idée d'impact. C'est-à-dire que vous avez des participations importantes dans ces entreprises et donc il y a cette idée d'accompagnement et qui va au-delà de la seul aspect financier, Frédéric. Cet accompagnement et cette notion d'engagement, quel est le niveau justement d'accompagnement que vous mettez vis-à-vis de ces entreprises et de ces sociétés dans lesquelles vous investissez et où est-ce que vous mettez l'accent justement sur cette partie, j'allais dire presque extra-financière de votre travail? Alors vous avez raison de dire, c'est très important pour nous, dans le private equity, comment nous on le pratique, on veut donner du sens à notre métier, notamment vis-à-vis des épargnants, parce qu'ils demandent de plus en plus du sens. Le sens, c'est quoi? C'est construire les emplois de demain en France, des bons emplois, c'est-à-dire des emplois qualifiés, et garder bien sûr les centres de décision en France. Ça, c'est notre ADN chez nous. Alors l'accompagnement, il faut quand même rester à sa place. Attention, on est minoritaire. D'accord, donc on laisse les managers gérer. Néanmoins, on peut apporter notre expérience. Alors, dans quel domaine? Notamment dans la constitution des équipes, tout ce qui est autour des relations humaines. Ça, on a quand même beaucoup d'expérience entre associés. Comment bien répartir le travail. Comment aussi bien recruter, parce que c'est de plus en plus important de faire venir les talents. Donc ça, vraiment, on insiste. Aussi, tout ce qui est ce qu'on appelle les build-up. C'est-à-dire comment créer plus vite en croissance externe, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça aussi, on a quand même beaucoup d'expérience derrière. Et donc, on essaie de donner tous ces, petits secrets que les entrepreneurs n'ont pas. Parce que acheter une entreprise concurrente, ils le font une fois dans leur vie. Alors que nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Si on prend un exemple très simple, quelqu'un est venu nous voir pour acheter une école d'esthétisme au niveau BTS, CAP. Donc ça, c'était il y a 6 ans, avec un plan de build-up. 6 ans après, il y a 90 écoles, le groupe. C'est extraordinaire. Quel accélérateur! Quel accélérateur! Extraordinaire. Et donc à partir de là, c'est plus nous, c'est d'autres fonds à qui on passe la main pour encore continuer cette croissance. Donc ça, c'est vraiment intéressant, l'aspect de build-up, l'aspect de concentration des marchés. On le voit bien, de plus en plus, il y a un aspect de taille qui joue. C'est une question que j'aime bien poser aussi aux investisseurs en fonds propres, dans le capital investissement. Est-ce que vous êtes des investisseurs qui sont bien accueillis aujourd'hui par les managers, par
les actionnaires historiques des sociétés dans lesquelles vous investissez. Je dis ça sachant que, est-ce qu'il y a encore une forme de quiproquo quelque part ou de mauvaise compréhension entre le capitalisme familial et le monde de l'investissement en fonds propres, du capital investissement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des images du passé qui marquent encore certains managers, certains patrons et certains actionnaires familiaux? Ou est-ce que les choses de ce point de vue-là ont beaucoup évolué? Alors moi j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. Ouais. C'est l'impression de terrain, notamment avec une nouvelle génération où là il n'y a plus tout de tabou. Voilà, ils sont prêts à une dilution. Vous êtes une option de financement qui est considérée comme une autre. Alors, effectivement, nous, on a la force chez Entrepreneur Invest d'avoir des instruments différents. Le fonds propre, alors fonds propre égale dilution, égale aussi partage un petit peu de la responsabilité actionnariale et de la plus-value future, mais on a aussi les obligations sèches ou convertibles. Donc là, effectivement, la dilution est un moindre sujet, la valorisation est un moindre sujet, et là, ça passe vraiment comme une optique de financement différente, quasi fonds propre par rapport à dette, par exemple. Ouais. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, je dirais, au niveau de l'admission des entrepreneurs. Néanmoins, on voit de moins en moins quand même cette petite faiblesse française à vouloir garder chez soi, ne pas ouvrir son capital. J'ai l'impression que ça change. Ouais. Ouais. Et alors, la question qui devient le nouveau mantra de toute l'industrie du non-coté, il faut démocratiser le plus possible le private equity. Alors, derrière cet affichage ou cette volonté qui est affichée par beaucoup de vos confrères et consoeurs dans cette industrie, Frédéric, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'effectivement c'est une classe d'actifs qui mérite d'être plus populaire? Et quand je dis populaire, il faut qu'on parle du ticket d'entrée pour entrer dans un de vos fonds. Il faut qu'on parle de la liquidité aussi de ces produits, donc de l'éducation qui va avec. Comment vous réfléchissez à ces sujets et quelle place vous voyez in fine pour le private equity demain dans la gestion et l'allocation de l'épargne des Français au sens large? Pour moi, c'est vraiment très important. On aurait dû commencer avec ça. On peut commencer parce que ça fait quand même 10 ans que j'essaye de passer cette idée de démocratiser le private equity. Et c'est que depuis 1 ou 2 ans qu'on sent vraiment une demande. Avant, on était plutôt, démocratisons, mais ça restait entre... Le message restait bloqué, restait coincé. Restait bloqué, je dirais, à certains privilégiés hauts revenus. Ouais. Je dirais, institutionnels et hauts revenus. De plus en plus, on démocratise, je dirais, des gens fortunés, mais on va de plus en plus vers des gens moins fortunés dans une optique de diversification. Alors, bien sûr, j'appelle diversification, parce que private equity, dans la durée, il y a des chiffres qui montrent que c'est plus rentable que les marchés cotés, c'est surtout moins volatile. Et ça, c'est très important. On le voit en ce moment quand même, il y a de la hausse, il y a de la baisse. Moins volatile parce qu'on n'a pas de valorisation quotidienne. Oui, et parce que c'est pas pareil. Le problème du marché coté, c'est que vous avez les fondamentaux des entreprises, mais vous avez aussi d'autres fondamentaux techniques. Et ça, vous savez très bien que... Les flux, le positionnement. Il y a des fois, il y a des flux rentrants, ça fait monter, il y a des flux sortants, ça fait baisser, quelle que soit la qualité de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a moins d'informations dans les entreprises. Donc, en fait, on a la possibilité de créer de la valeur pendant 5, 6 ans, 7 ans, ce qui est relativement long, mais ce qui est quand même un avantage très fort du private equity. Donc, on voit bien quand même que les rendements sont meilleurs. Néanmoins, il y a quand même des difficultés. La difficulté, c'est pas une difficulté, c'est une contrainte, le temps. Ouais. Ne mettez pas votre argent en private equity si vous devez sortir dans 1 an. Ce n'est pas le produit adapté, clairement. Après, il y a aussi les montants. Alors là, c'est là où on dit que la démocratisation arrive. Donc vous avez différents types de fonds. On a des fonds, ce qu'on appelle les FPCI, qu'on rentre à peu près à 100 000 € minimum. Et puis il y a les FCPR. Et nos FCPR, on peut les atteindre jusqu'à 1 000 €. Alors, ce n'est pas le niveau moyen, mais c'est possible. Ouais. C'est agréé AMF. Vous pouvez les trouver chez les bons CGPI et qui en travaillent, mais aussi en assurance vie chez certains, comme AXA, par exemple, qui prennent nos fonds. Et ça permet de démocratiser, justement, à une population qui va mettre peut-être 10 000 € dans un fonds, tout en mettant 50 000 € en bourse et peut-être une assurance vie à 100 000 € à côté. Cette population qui est vaste. Oui, je sais bien, justement, qu'elle est vaste, Frédéric. Est-ce qu'elle a les codes, l'éducation à la finance, qui lui permet justement de comprendre, d'appréhender le rendement risque, le risque et le rendement qui va avec, mais c'est pas un produit comme un autre. Alors c'est pour ça que nous ne le vendons pas en direct. Ouais. Attention, on le vend que par des conseillers privés indépendants, ou conseillers privés bancaires. Bien sûr. Et il faut un travail de conseil pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on essaie de former. Et ça fait depuis 10 ans qu'on essaie de former le maximum de conseillers, parce que la plupart du temps,
quand on ne maîtrise pas ce genre de produit, on ne le propose pas au client. Même si le client il serait plutôt avide et plutôt content de pouvoir diversifier. Donc notre message, avec bien sûr mes confrères, c'est si on veut réussir la démocratisation, c'est d'abord avoir une bonne formation vis-à-vis des conseillers. Pour moi, ce n'est pas un produit qu'on vend en direct. On pourrait, mais je ne suis pas convaincu que c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore du temps d'adaptation. Entre le risque qu'il faut expliquer, que ce soit de la private debt ou du private equity, et la durée des placements, qui sont relativement longs, on va de 4-5 ans jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans pour l'equity, il faut bien l'avoir en tête. Parce qu'il ne faut pas non plus voir que le rendement. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sous la pression, je dirais, des gens comme vous, c'est-à-dire des médias. Mais bien sûr, mais c'est un écosystème. C'est extrêmement simple. Vous savez que vous connaissez certainement combien il y a de sociétés cotées à la Bourse de Paris ? Je sais pas, SBF 120, 250, oui, il y en a plusieurs. Oui, 700. Oui. D'accord. Pareil, c'est pas si mal, 700. Mais bon, on n'en parle que de 50 à 100. Oui. Combien il y a de sociétés de croissance où on peut nous investir ? Parce que je ne parle pas qu'on peut investir dans toutes les sociétés. Il y en a plus de 100 000. Et combien ont été investis ? 10 000. C'est les données de France Invest. Vous voyez, ce n'est pas le même terrain de jeu. Non. 95% de l'économie française est non cotée. Pourquoi ne pas s'intéresser ? C'est une question. Alors effectivement, c'est plus compliqué. D'entrée. Est-ce qu'il faudra apporter, mais ça c'est peut-être plus une question pour l'assureur, vous citiez AXA qui distribue certains de vos produits dans son fonds général, est-ce qu'il faudra à un moment trouver des réponses innovantes aussi sur la liquidité peut-être de ces produits ? Ça vient, il y a eu des lois, par exemple, un assureur peut très bien livrer en titre en cas de sortie lors de son contrat. Nous, il faut savoir que s'il y a un décès ou une invalidité, il y a la possibilité de sortir en cash. Donc déjà, c'est pas si mal. Après, je fais attention, il ne faut pas tordre les produits. Il ne faut pas dévoyer, mais bien sûr. Il ne faut pas tordre le produit. Je préfère que quelqu'un ne prenne pas, plutôt qu'il se trompe sur la durée notamment. Merci beaucoup Frédéric. Discussion à poursuivre effectivement parce que c'est vraiment un mouvement de fond alors qui est naissant aujourd'hui mais qui a vocation à prendre de l'ampleur. Frédéric Zablocki, le PDG d'Entrepreneur Invest qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir pour parler de Private Equity. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Merci de m'avoir invité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème ce soir qui va nous permettre de sortir justement des marchés boursiers pour aller regarder du côté du private equity. Et c'est Frédéric Zablocki qui est à mes côtés en plateau, PDG et fondateur d'Entrepreneur Invest. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Entrepreneur Invest, qui est une société de gestion d'entrepreneurs. C'est important pour vous. Avec plus de 20 ans d'existence, une expertise dédiée donc au financement des PME en croissance. On parle donc bien sûr du non-coté, d'investissement en fonds propres. Je crois qu'il y a une partie aussi d'investissement qui se fait chez vous sous forme d'obligations convertibles. Voilà. Comment est-ce que vous positionnez déjà dans cette industrie du non-coté ? Et puis on parlera de ce qui est peut-être le grand sujet des prochaines années, la démocratisation du private equity. Mais déjà, quel est votre positionnement et la proposition de valeur dans cette industrie du non-coté ? Alors effectivement, le non-coté, c'est assez vaste. Donc nous, on se situe vraiment dans l'investissement dans les PME françaises. Donc depuis 20 ans, on a investi dans plus de 200 PME françaises de croissance. Alors on est un généraliste, on fait bien sûr de la tech, à peu près 50%, mais aussi de l'industrie, du service, on a fait même dans l'hôtellerie de plein air, des campings, donc tout à fait généraliste. Après, on a monté au niveau du ticket. On a commencé par des tickets de 1 million et maintenant on est plutôt autour de 4 millions d'euros. Ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle des sociétés rentables où on passe de l'être avec une croissance relativement forte. Et on est avant quelques grands fonds connus de la place, comme des Ardian, des Capza, qui reprennent un petit peu, ou des gens de la dette, qui après avoir monté, je dirais, le chiffre d'affaires à un certain niveau, l'objectif pour nous, c'est de dépasser la PME européenne à 50 millions d'euros. Et bien là, les gens reprennent le relais derrière nous. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est quelque chose justement de très intéressant dans le private equity, qui rejoint cette idée d'impact. C'est-à-dire que vous avez des participations importantes dans ces entreprises et donc il y a cette idée d'accompagnement et qui va au-delà de seul aspect financier, Frédéric. Cet accompagnement et cette notion d'engagement, quel est le niveau justement d'accompagnement que vous mettez vis-à-vis de ces entreprises et de ces sociétés dans lesquelles vous investissez et où est-ce que vous mettez l'accent justement sur cette partie, j'allais dire presque extra-financière de votre travail ? Alors vous avez raison de dire, c'est très important pour nous
Dans le private equity, comment nous on le pratique, on veut donner du sens à notre métier, notamment vis-à-vis des épargnants, parce qu'ils demandent de plus en plus du sens. Le sens, c'est quoi ? C'est construire les emplois de demain en France, des bons emplois, c'est-à-dire des emplois qualifiés, et garder bien sûr les centres de décision en France. Ça, c'est notre ADN chez nous. Alors l'accompagnement, il faut quand même rester à sa place. Attention, on est minoritaire. D'accord, donc on laisse les managers gérer. Néanmoins, on peut apporter notre expérience. Alors, dans quel domaine ? Notamment dans la constitution des équipes, tout ce qui est autour des relations humaines. Ça, on a quand même beaucoup d'expérience entre associés. Comment bien répartir le travail. Comment aussi bien recruter, parce que c'est de plus en plus important de faire venir les talents. Donc ça, vraiment, on insiste. Aussi, tout ce qui est ce qu'on appelle les build-up, c'est-à-dire comment créer plus vite en croissance externe, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça aussi, on a quand même beaucoup d'expérience derrière. Et donc, on essaie de donner tous ces, petits secrets que les entrepreneurs n'ont pas. Parce que acheter une entreprise concurrente, ils le font une fois dans leur vie. Alors que nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Si on prend un exemple très simple, quelqu'un est venu nous voir pour acheter une école d'esthétisme au niveau BTS, CAP. Donc ça, c'était il y a 6 ans, avec un plan de build-up. 6 ans après, il y a 90 écoles, le groupe. C'est un succès extraordinaire. Quel accélérateur! Quel accélérateur! Extraordinaire. Et donc à partir de là, c'est plus nous, c'est d'autres fonds à qui on passe la main pour encore continuer cette croissance. Donc ça, c'est vraiment intéressant, l'aspect de build-up, l'aspect de concentration des marchés. On le voit bien, de plus en plus, il y a un aspect de taille qui joue. C'est une question que j'aime bien poser aussi aux investisseurs en fonds propres, dans le capital investissement. Est-ce que vous êtes des investisseurs qui sont bien accueillis aujourd'hui par les managers, par les actionnaires historiques des sociétés dans lesquelles vous investissez? Je dis ça sachant que, est-ce qu'il y a encore une forme de quiproquo quelque part ou de mauvaise compréhension entre le capitalisme familial et le monde de l'investissement en fonds propres, du capital investissement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des images du passé qui marquent encore certains managers, certains patrons et certains actionnaires familiaux? Ou est-ce que les choses de ce point de vue-là ont beaucoup évolué? Alors moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. C'est une impression de terrain, notamment avec une nouvelle génération où là, il n'y a plus tout de tabou. Ils sont prêts à une dilution. Vous êtes une option de financement qui est considérée comme une autre. Alors, effectivement, nous, on a la force chez Entrepreneur Invest d'avoir des instruments différents. Le fonds propre, alors fonds propre égale dilution, égale aussi partage un petit peu de la responsabilité actionnariale et de la plus-value future, mais on a aussi les obligations sèches ou convertibles. Donc là, effectivement, la dilution est un moindre sujet, la valorisation est un moindre sujet, et là, ça passe vraiment comme une optique de financement différente, quasi fonds propres par rapport à dette, par exemple. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, je dirais, au niveau de l'admission des entrepreneurs. Néanmoins, on voit de moins en moins quand même cette petite faiblesse française à vouloir garder chez soi, ne pas ouvrir son capital. J'ai l'impression que ça change. Et alors, la question qui devient le nouveau mantra de toute l'industrie du non-coté, il faut démocratiser le plus possible le private equity. Alors, derrière cet affichage ou cette volonté qui est affichée par beaucoup de vos confrères et consoeurs dans cette industrie, Frédéric, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'effectivement c'est une classe d'actifs qui mérite d'être plus populaire? Et quand je dis populaire, il faut qu'on parle du ticket d'entrée pour entrer dans un de vos fonds. Il faut qu'on parle de la liquidité aussi de ces produits, donc de l'éducation qui va avec. Comment vous réfléchissez à ces sujets et quelle place vous voyez in fine pour le private equity demain dans la gestion et l'allocation de l'épargne des Français au sens large? Pour moi, c'est vraiment très important. On aurait dû commencer avec ça. On peut commencer parce que ça fait quand même 10 ans que j'essaye de passer cette idée de démocratiser le private equity. Et c'est que depuis 1 ou 2 ans qu'on sent vraiment une demande. Avant, on était plutôt, démocratisons, mais ça restait entre... Le message restait bloqué, restait coincé. Restait bloqué, je dirais, à certains privilégiés hauts revenus. Je dirais, institutionnels et hauts revenus. De plus en plus, on démocratise, je dirais, des gens fortunés, mais on va de plus en plus vers des gens moins fortunés dans une optique de diversification. Alors, bien sûr, j'appelle diversification, parce que private equity, dans la durée, il y a des chiffres qui montrent que c'est plus rentable que les marchés cotés, c'est surtout moins volatile. Et ça, c'est très important. On le voit en ce moment quand même, il y a de la hausse, il y a de la baisse. Moins volatile parce qu'on n'a pas de valorisation quotidienne. Oui, et parce que c'est pas pareil. Le problème du marché coté, c'est que vous avez les fondamentaux des entreprises, mais vous avez aussi d'autres fondamentaux techniques.
Et ça, vous savez très bien que... Les flux, le positionnement, il y a des fois, il y a des flux rentrants, ça fait monter, il y a des flux sortants, ça fait baisser, quelle que soit la qualité de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a moins d'informations dans les entreprises. Donc, en fait, on a la possibilité de créer de la valeur pendant 5, 6 ans, 7 ans, ce qui est relativement long, mais ce qui est quand même un avantage très fort du private equity. Donc, on voit bien quand même que les rendements sont meilleurs. Néanmoins, il y a quand même des difficultés. Les difficultés, c'est pas une difficulté, c'est une contrainte, le temps. Ouais. Vous ne mettez pas votre argent en private equity si vous devez sortir dans un an. Non. Ce n'est pas le produit adapté, clairement. Après, il y a aussi les montants. Alors là, c'est là où on dit que l'amortisation arrive. Donc vous avez différents types de fonds. On a des fonds, ce qu'on appelle les FPCI, qu'on rentre à peu près à 100 000 € minimum. Et puis il y a les FCPR. Et nos FCPR, on peut les atteindre jusqu'à 1 000 €. Alors, ce n'est pas le niveau moyen, mais c'est possible. Ouais. C'est agréé MF. Vous pouvez les trouver chez les bons CGPI, et qui en travaillent, mais aussi en assurance vie chez certains, comme AXA, par exemple, qui prennent nos fonds. Et ça permet de démocratiser, justement, à une population qui va mettre peut-être 10 000 € dans un fonds, tout en mettant 50 000 € en bourse et peut-être une assurance vie à 100 000 € à côté. Cette population qui est vaste. Oui, je sais bien justement qu'elle est vaste, Frédéric. Est-ce qu'elle a les codes, l'éducation à la finance, qui lui permet justement de comprendre, d'appréhender le rendement risque, le risque et le rendement qui va avec, mais c'est pas un produit comme un autre. Alors c'est pour ça que nous ne le vendons pas en direct. Ouais. Attention, on le vend que par des conseillers privés indépendants, ou conseillers privés bancaires. Bien sûr. Et il faut un travail de conseil pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on essaie de former. Et ça fait depuis 10 ans qu'on essaie de former le maximum de conseillers, parce que la plupart du temps, quand on ne maîtrise pas ce genre de produit, on ne le propose pas au client. Même si le client il serait plutôt avide et plutôt content de pouvoir diversifier. Donc notre message, avec bien sûr mes confrères, c'est si on veut réussir la démocratisation, c'est d'abord avoir une bonne formation vis-à-vis des conseillers. Pour moi, ce n'est pas un produit qu'on vend en direct. On pourrait, mais je ne suis pas convaincu que c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore du temps d'adaptation. Entre le risque qu'il faut expliquer, que ce soit la private debt ou du private equity, et la durée des placements, qui sont relativement longs, on va de 4-5 ans jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans pour l'equity, il faut bien l'avoir en tête. Parce qu'il ne faut pas non plus voir que le rendement. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus sous la pression, je dirais, des gens comme vous, c'est-à-dire des médias. Mais bien sûr, mais c'est un écosystème. C'est extrêmement simple. Vous savez, vous connaissez certainement, combien il y a de sociétés cotées à la Bourse de Paris ? Je sais pas, SBF 120, 250, il y en a plusieurs. Oui, 700. Oui. D'accord. Pareil, c'est pas si mal, 700. Mais bon, on n'en parle que de 50 à 100. Combien il y a de sociétés de croissance où on peut nous investir ? Parce que je ne parle pas qu'on peut investir dans toutes les sociétés. Il y en a plus de 100 000. Et combien ont été investis ? 10 000. C'est les données de France Invest. Vous voyez, c'est pas le même terrain de jeu. Non. 95% de l'économie française est non cotée. Pourquoi ne pas s'intéresser ? C'est une question. Alors effectivement, c'est plus compliqué. D'entrée. Est-ce qu'il faudra apporter, mais ça c'est peut-être plus une question pour l'assureur, vous citiez AXA qui distribue certains de vos produits dans son fonds général, est-ce qu'il faudra à un moment trouver des réponses innovantes aussi sur la liquidité peut-être de ces produits ? Ça vient, il y a eu des lois, par exemple, un assureur peut très bien livrer en titre en cas de sortie lors de son contrat. Nous, il faut savoir que s'il y a un décès ou une invalidité, il y a la possibilité de sortir en cash. Donc déjà, c'est pas si mal. Après, je fais attention, il ne faut pas tordre les produits. Il ne faut pas dévoyer, mais bien sûr. Il ne faut pas tordre le produit. Je préfère que quelqu'un ne prenne pas, plutôt qu'il se trompe sur la durée notamment. Merci beaucoup Frédéric. Discussion à poursuivre effectivement parce que c'est vraiment un mouvement de fond alors qui est naissant aujourd'hui mais qui a vocation à prendre de l'ampleur. Frédéric Zablocki, le PDG d'Entrepreneur Invest qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir pour parler de Private Equity. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Merci de m'avoir invité.